Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, on continue à débloquer les super pouvoirs d'Excel où on va précisément utiliser les pouvoirs d'Excel, les Power. C'est parti? Allons-y. Ok, donc c'est parti pour débloquer les super pouvoirs de Excel. Donc pour ça, j'ai pris un fichier où j'ai constitué 4 tableaux. C'est juste pour l'exemple, où je vous ai fait une table produit avec donc des produits, un ID 1, 2, 3, 4, 5, un stock de sécurité, une table des stocks, donc toujours l'ID, le stock au début de la journée, une date, une table vente avec le type de produit, d'ailleurs je n'ai pas besoin du type de produit, je vais le retirer puisque j'ai l'ID, la date et donc le stock qui est sorti ensuite à la vente, et enfin une table avec des dates. Ok. L'idée aujourd'hui, c'est de débloquer donc les super pouvoirs qui sont donnés par Power Pivot. Comment est-ce que vous faites déjà pour faire apparaître l'onglet Power Pivot si vous ne l'avez pas? Fichier, Options, Complément. Vous allez dans Complément comme, Atteindre, et là vous vérifiez que Power Pivot est bien coché. Vous mettez OK, Power Pivot devrait apparaître. Si je vais dans Power Pivot, à quoi on va s'intéresser? On va surtout s'intéresser dans un premier temps à ajouter au modèle de données et à gérer. Ajouter au modèle de données, ça vous permet lorsque vous avez un tableau, comme celui-ci, d'ajouter un modèle de données au cache de Excel. Je vais vous montrer juste après également, je vais charger un modèle avec énormément de données pour vous montrer comment ça peut vous être utile. Mais là, déjà, dans un premier temps, on essaye de bâtir quelque chose avec ces 4 tables. Donc, ce que je vais faire, première chose, je vais mettre tout ça dans mon modèle de données. Je vais juste sur le tableau, je mets « Ajouter au modèle de données ». Il m'ouvre directement la fenêtre Power Pivot. Pour l'instant, je ne vais pas encore la décrire. Je vais d'abord rajouter mes différentes tables dans Power Pivot. Je ferme, je vais sur ma table stock, je clique dessus « Ajouter au modèle de données ». Vous voyez ici, d'ailleurs j'aurais dû le renommer, mais mon tableau 4, mon tableau stock qui est bien ici. Je ferme. Table vente, je vais dessus, ajouter au modèle de données. On voit qu'il apparaît ici. Je le ferme. Et enfin, table date, ajouter au modèle de données. Et voilà, je l'ai bien. J'ai donc maintenant mes 4 tables en fait qui sont positionnées. Alors, l'objectif finalement aujourd'hui, c'est de réussir à relier toutes ces tables entre elles sans être obligé de faire des recherches V dans tous les sens pour constituer un tableau ou ensuite en fonction de l'évolution vous allez devoir tirer vos formules, c'est relativement embêtant. C'est ce qu'on va constituer ici. Alors dans un premier temps, je vais regarder tout ça, comment c'est structuré et je vais regarder le type de données que j'ai. Quand je clique là-dessus, on voit que dans mise en forme, il me détecte un type de données. Mon stock de sécurité, il me dit que c'est un nombre entier. Je suis content, je vais laisser ça. J'ai un ID qui est un nombre, je suis content, je laisse comme ça. On va sur les stocks. Stock, pareil, ça va être donc un nombre entier. Date, date, j'ai un petit problème. Par défaut, il me met au format date-heure. Je vais donc dans format ici, je ne veux pas la date et l'heure, je veux juste un format standard de ce type-là. On voit que là, Power Query m'a changé directement finalement le format de... Pas Power Query, pardon, Power Pivot m'a changé le format de mes dates. Je vais sur ma table vente. Ici, j'ai le même problème. Je clique sur la mise en forme, je le mets en date. On voit que là, ça y est, c'est bon. Enfin, sur mon dernier tableau qui est ma table date, je clique dessus, je change le format et je le mets à ce format-là. Ok, ça, c'est bon. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est donc relier tout ça, tous ces tableaux entre eux. Pour faire ça, je vais aller cliquer. J'ai 2 solutions. Je peux faire soit conception et faire créer une relation. Soit je peux aller, c'est ce que je préfère, donc si je vais dans conception, créer une relation, ça se présente comme ça, il vous dit quel tableau avec quel tableau. Mais en revanche, si je vais dans vue de diagramme, ici, je vais voir directement mes 4 tables. Ce que je veux,
je vais vouloir, hop, je vais faire ça comme ça. Comme ça. Je vais vouloir relier finalement ces deux tables-là avec ces deux tables-là. Ma date, elle doit aller avec celui-là. C'est comme si je faisais une recherche vraie entre les deux, sauf que je n'ai pas besoin de la faire. La date, pareil, je relie avec ce tableau-là. Et maintenant mes ID, l'ID je vais relier avec ce tableau-là. Et l'ID, je vais relier avec ce tableau-là. Alors, si j'arrive à essayer de rendre ça un peu plus intelligible, je ne sais pas si c'est visible comme ça. Et voilà, on voit que ma date, elle est commun du coup entre stock et vente, et mon ID, pareil, commun entre stock et vente. Grâce à ça, c'est à chaque fois que j'ai mis une relation, c'est vraiment comme si j'avais fait une recherche. Et que j'avais fait une recherche finalement sur stock, ID, stock du début du jour. Je vais aller le ramener sur stock, je vais ramener, oui c'est ça, les deux tables de l'une vers l'autre sur le critère de la date. C'est une recherche X sur le critère de la date entre les deux. Et ici, c'est une recherche X sur le critère de l'ID. Une fois que j'ai fait ça, je peux aller directement dans la vue de données et je vais aller dans tableau croisé dynamique et faire un tableau croisé dynamique. Est-ce que je veux une nouvelle feuille de calcul? Je vais dire oui. Et il me met ça. Vous voyez qu'ici, j'ai mes 4 tableaux qui sont directement là. Ce qui n'est pas très propre d'ailleurs, mais que c'est vraiment le nom de mes tableaux. Ça, j'aurais dû changer quelque chose. Mais c'est pas grave. Je vais maintenant mettre mon ID et mon type. Donc plutôt, on va le faire dans l'autre sens. On va mettre un ID ici et le type. Alors juste dans le format de mon tableau, moi j'aime bien, en tout cas dans un premier temps, mettre sous forme tabulaire et répéter les étiquettes d'éléments pour quand il y en aura. Donc là, ici, ce que j'ai là, c'est... Finalement, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai ici. D'ailleurs, je vais rajouter mon stock de sécurité. Pour plus de clarté, je vais également mettre mes sources en bleu. Ce sera plus facile après pour s'y retrouver. Et ici, je vais mettre mon fichier de travail en rouge. Comme ça, on le voit directement. Je vais rajouter mon stock de sécurité. Et on voit là, ici, ça change pas grand-chose. Sauf que maintenant, je vais aussi l'avoir... Alors, j'ai pas de lien entre ces deux-là sur la date. Donc, je vais d'abord aller sur mon stock ici et je vais mettre... Est-ce que je peux avoir mon stock du début du jour pour chaque produit? Et là, on voit que je l'ai, en fait. On sait que ma baguette... Alors, on ne sait pas encore quel jour, mais on sait que j'ai un stock en début de 30. Et je sais surtout que c'est une baguette. Jusqu'à présent, si je vais dans ma table de stock, j'avais juste un ID. Là, j'ai pu dire, c'est pas simplement un ID, j'ai une baguette. Si on prend l'ID 1, et qu'on prend, alors l'ID 1, pardon, je vais faire la somme de tout ça, j'en ai 30. Si on va ici, on voit que c'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je rajoute ma date? Il me dit, OK. Donc là, ici, il va juste le dupliquer, ce qui est normal, puisque je n'ai pas de relation entre mon stock de sécurité et ma date, mais ce n'est pas grave, puisque ce stock de sécurité doit rester le même. En revanche, ici, j'ai le stock pour chaque jour sur ma baguette. Donc sur ma baguette, par exemple, le premier, j'ai 1, le 2, j'en ai 0. OK, et au niveau de mes ventes, qu'est-ce qui s'est passé? Voyons voir si je mets maintenant ici mes ventes. Donc, j'ai un stock de... J'ai un stock de sécurité de 8. Mon stock, le premier jour, est de 1. Et j'ai une sortie de 6 le premier. On va vérifier ça. Hop. Alors, on a dit le H y est arrivé, le premier. Sur l'ID, on a dit 1. J'ai effectivement 6 qui ont été vendus. Donc, si j'ai un stock de sécurité, que j'en ai eu 1 au début, et que je veux calculer maintenant, finalement, l'approvisionnement, déjà en début de jour. Je me lève le matin, j'en ai 1. J'ai un stock de sécurité de 8. Je vais pouvoir maintenant créer une mesure. Donc, je vais aller... par exemple, sur mon tableau stock, je vais cliquer droit et je fais ajouter une mesure.
Et sur cette mesure, je vais lui dire OK, Power Pivot, est-ce que tu peux me calculer l'approvisionnement? Donc je vais taper app pro approvisionnement, calcule l'appro nécessaire du matin. Et là, je vais lui dire, est-ce que tu peux me faire la somme? Donc je mets somme, j'ouvre ma parenthèse, et là, il me dit tout ce que je peux faire. J'aimerais le stock du début du jour, le stock de sécurité, moins le stock de début du jour. Alors, le stock de sécurité, c'est bon, je l'ai ici, moins la somme du stock du début du jour. Je ferme, je demande à Power Pivot de me vérifier ma mesure. Il me dit cette formule ne comporte pas d'erreur. Je vais le mettre au format nombre avec un séparateur de milliers et de décimales, même si on n'a pas besoin. Et je vais maintenant, comme ça je m'en fiche, je vais maintenant le mettre ici. Hop. Et là on voit qu'il m'a calculé mon approvisionnement. C'est-à-dire que si j'ai un stock de sécurité de 8, et qu'au début j'en ai que 1, alors il faut que j'en produise 6. Et maintenant, je vais vouloir faire quoi? Je vais vouloir calculer mon stock fin de jour, pour chaque jour. Et là, je vais faire tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, j'en ai par conséquent vendu 6, j'en avais 8, puisque je fais un 8. Mon stock était au démarrage de 1, j'en ai acheté 7. Là, j'en sors 6. Par conséquent, mon stock de fin de journée est de 2. Si je ne dis pas de bêtises. Stock de début du jour, j'en ai 1. Je me suis approvisionné de 6, donc ça m'en fait 8. J'en ai sorti 6. Donc normalement, je vais avoir une colonne de 2. On va regarder, ajouter une mesure. On va dire stock final. Ici, je vais faire donc la somme de alors, on va pas faire la somme en fait. On va faire, est-ce que je peux utiliser la mesure? Voilà, j'ai ma mesure. Donc, c'est mon approvisionnement plus la somme de mon stock de sortie. Alors, il est où mon stock de sortie? Il est ici. C'est pas mon approvisionnement, hein, pardon, c'est mon stock de sécurité. Désolé. Puisque justement, l'approvisionnement permet d'arriver au stock de sécurité. Et donc ici, c'est pas plus, mais moins. Je vérifie, il me dit que c'est OK, je le mets en nombre. Et là, j'ai à nouveau mon stock final que je peux mettre ici. Mon stock final est de 2. Alors ici, donc stock de sécurité de 8. Stock du début du jour, alors en fait ça c'est faux, puisque normalement ça aurait dû être 2. Donc là d'ailleurs ça me permet de checker ça. Hein. Le stock de début du jour, ça doit être normalement la reprise de mon stock final. Donc là je peux faire mes calculs, hein. Je peux dire que ici en fait c'est égal à ça, etc. etc. Et probablement que mes données initiales hein, que j'ai constituées ici n'étaient pas forcément bonnes. Stock de début du jour, parce que ici, d'ailleurs, si je modifie directement, hein, ici je mets 2, l'avantage c'est qu'ici je peux faire clic droit, actualiser. Parce que j'ai mis ça, stock de début du jour. Stock de début du jour, j'en ai bien 2. Vous voyez que ça correspond bien. Je fais un approvisionnement de 6, une sortie, j'en ai 0, là c'est bon, ça fonctionne. Ici, stock de début du jour, il me dit que j'en ai 5, donc ça c'était pas bon non plus. Mais bon, voilà, vous avez, je pense, compris le fonctionnement.
Donc c'est très utile, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez mettre à jour finalement pour vos tableaux, ça va fonctionner, vous pouvez mettre tous les détails finalement que vous voulez. À chaque fois que vous allez mettre à jour ça, clic droit, actualiser, tout le tableau se met à jour. Pourquoi aussi utiliser ça? C'est que bon, là bien entendu, j'ai très peu de données parce que c'est un tableau que j'ai constitué très rapidement comme ça. Mais je peux également, là je vais faire CTRL-N pour faire un nouveau fichier, faire exactement la même chose mais avec des quantités très importantes de données. Là je vais faire obtenir des données à partir d'un fichier texte CSV. Donc c'est pareil, je vais charger des modèles de données dans Power Pivot, mais en utilisant le module Power Query, qui est très facile, que tout le monde a accès. Là, vous n'avez même pas besoin d'aller dans les compléments com. Vous faites juste obtenir des données et vous mettez là où vous voulez votre fichier. Ici, j'ai des données real estate. Comme vous voyez, mon fichier fait 420 000 kilooctets. Je clique droit. Je fais transformer les données. Là, je vais juste... Donc, il m'ouvre le module qui s'appelle Power Query. Ceux qui me suivent, vous le connaissez bien. Je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Je vais juste là le faire très rapidement. J'utilise la première ligne pour les en-têtes. Ici, je vais juste le mettre en nombre décimal. Je vérifie que mes données sont OK. Tout me paraît OK. Je vais juste rajouter un fichier où je fais une nouvelle requête, fichier classeur Excel ici. Donc, j'ai cliqué droit sur la partie requête. Il me dit nouvelle requête, fichier classeur Excel. Je clique gauche sur classeur Excel. Je récupère les départements français. Et je vais prendre le tableau 1. OK. Il va me charger les données. Je vais juste changer ça et le mettre en texte. Ici, tout ce qui est là, je vais le changer. Je vais le changer à nombre. Et maintenant, je peux mettre fermer et charger. Alors, pas celui-là, parce que de toute façon, ça ne va pas marcher en fait. Vous allez voir pourquoi. Fermer et charger dans. Je vais mettre ne créer que la connexion, ajouter ces données au modèle de données. Et là, regardez ce qui va se passer en termes de nombre de lignes. Ah, ça y est, on a dépassé la capacité d'Excel. Pourtant, ça charge toujours, hein. Ok, on se retrouve avec 3 800 000 lignes chargées. Et pour le coup, mon Excel, il fonctionne. Je peux cliquer dessus, il n'est pas en train de, entre guillemets, mourir. Et là, ce que je vais faire, pareil, soit je clique ici, soit je vais dans Power Pivot et je vais faire gérer. Il m'ouvre, donc j'ai accès à mes données, je peux les voir ici, je peux faire des filtres, si je veux, à Bainville, vous voyez, ça marche vite en fait. J'ai beau avoir 1 million de lignes, ça va très vite. Ici, j'ai mon tableau 1 avec mes régions. Mais ce que j'aimerais voir maintenant, c'est précisément mes ventes, la valeur foncière que je vais avoir par région. Comment est-ce que je fais? Donc dans Excel, ce serait juste pas possible. Je vais, tout à l'heure, je vous ai montré avec vue de diagramme. Là, je vais le faire directement avec... c'est ouf, avec conception. C'est ouf pour créer une relation. Comme je ne l'utilise pas souvent. Alors, je l'avais tout à l'heure, voilà, c'est ça. Créer une relation. Ici, table des ventes, je vais mettre donc ma région. Où est ma région? Mon code département, pardon. Ici, je vais prendre mon autre tableau où j'ai ici mon code département aussi, mais qui me permet d'avoir d'autres données. Je clique sur OK. On va vérifier dans la vue de diagramme si tout s'est bien fait. On voit que là, mon tableau 1 filtre mon tableau 2. Donc, par conséquent, j'ai accès aux données qui sont ici. Et ces données qui sont ici vont filtrer les données qui sont ici. Donc, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Je ferme ça. Et là, maintenant, je peux faire insertion, tableau quasi dynamique. Je ne vais pas faire à partir d'un tableau ou d'une plage, je vais faire à partir de data model. Je fais OK. Et là, vous voyez, j'ai mes deux tables qui apparaissent. Je ne l'ai pas très bien placé, mon TCV. Mais c'est pas grave. Je vais ici dire que je veux précisément ma région sur mon premier tableau.
Et je vais lui dire que je veux... Tac, tac, tac. C'était où la valeur foncière? Valeur foncière, valeur foncière. Somme. Et là, bon, je vais quand même le déplacer parce que là, c'est un peu embêtant. Voilà. Et là, donc, j'ai la valeur foncière par région. Mais si je veux également avoir la valeur foncière, par exemple, par population, donc pour chaque personne, alors je vais juste vérifier quelque chose parce que je crois que je ne l'ai pas mis en format chiffre. Je vais vérifier. Donc, j'ai cliqué droit, je fais modifier si c'est mon CV en format chiffre, donc je peux faire une mesure. Donc, c'est ce que je vais faire. Je retourne dans mon TCD. Ici, je vais cliquer droit et je vais faire ajouter une mesure et je lui dis « Salut Power Pivot, est-ce que tu peux me faire la somme de... » Alors, la somme de quoi? De ma valeur foncière que tu vas me diviser par la somme de la population. Alors, où elle est la population? Elle est là. Comme ça, j'aurai finalement la valeur foncière par habitant. Il faut que je lui mette un nom. Valeur foncière par habitant. Je clique sur vérifier la formule, pas d'erreur. Je le mets au format nombre, un séparateur. Et là, j'ai la formule qui s'est créée ici. Hop. Et là, on voit que directement, j'ai donc le bon calcul qui s'est fait ici, mes nombres, parce que dans ma table de 3 500 000 lignes, je dois avouer que je n'avais pas vérifié si j'avais bien toutes les régions, si ça correspondait bien. Donc, a priori, j'ai 5 milliards sur mes... je n'arrive même pas à lire ce chiffre sur ce montant-là qui ne sont pas attribués. Bon, c'est pas très grave. Je peux aller plus loin que ça, hein, c'est-à-dire que maintenant, comme mes deux tables sont reliées, je peux également l'avoir, par exemple, par chef-lieu. Et là, je vais aussi avoir donc, les montants par chef-lieu. On voit qu'à Dijon, donc, chaque habitant a une valeur foncière de 10 085. Alors voilà, pour faire des statistiques, ça peut être assez utile. Je peux faire des vérifications également, hein, que ce soit d'ailleurs sur des mesures ou directement dans Power Pivot, je vous montre. Là, ici, je fais des mesures donc directement sur les TCD. Ça veut dire que la valeur n'est pas stockée. Elle est calculée au moment où l'utilisateur en a besoin. Mais si je vais dans Power Pivot, je peux stocker la valeur donc, dans le cache d'Excel ou, par exemple, je peux aller dans Tableau 1, ce sera plus facile. Supposons que je veuille vérifier que la densité ici a bien été calculée. Je vais ici double-cliquer sur la colonne, je fais recalcul densité. Je me mets dans ma colonne calcul densité, je clique sur la barre de formule et je vais tout bêtement faire alors la population divisée par la superficie. J'appuie sur Entrée. On voit qu'il me calcule ce que je voulais. Et là maintenant ici, pour avoir une donnée tag, je vais faire check. Et mon check, ça va être pareil, une formule en anglais pour le coup. If, j'ouvre la parenthèse, qu'est-ce que je veux? Je veux que si la valeur absolue de mon recalcul de la densité moins la densité par habitant est supérieure à 1, alors KO, sinon OK. Je pense que je me suis pas trompé. On appuie sur Entrée. Et là, on a les OK. On voit qu'il y a des KO d'ailleurs, hein, donc c'est intéressant. Donc on voit qu'à Paris, Nanterre et Bobigny, on a des petits écarts. Alors sachant que j'ai téléchargé ça sur le site, un site officiel du gouvernement. Voilà, là je sais qu'il y a des petites erreurs. Maintenant que j'ai fait ces deux calculs-là, je peux fermer ça. Je retourne dans mon TCD, un petit clic droit actualiser. Il me met récupération des données. Il y a beaucoup de données à récupérer. Hein. Donc ça met quand même un petit peu de temps. Ah, je fais une petite parenthèse pour dire quand vous faites tout ça, que ce soit d'ailleurs Power Query ou Power Pivot,
les fichiers CSV sont beaucoup plus performants que les fichiers Excel. C'est-à-dire que vous allez aller vraiment beaucoup plus vite en utilisant du CSV. Voilà, c'est juste pour information. Là, comme vous voyez, maintenant, j'ai mes 2 champs calculés, mes 2 colonnes calculées qui apparaissent. Contrairement à ici, où vous voyez quand c'est des mesures, il y a un petit FX qui apparaît. Ici, il n'y a pas de FX, c'est des calculs que j'ai calculés qui sont rajoutés dans le modèle de données. Donc là, maintenant, par exemple, je vais aller dans mes filtres et je veux que voir, comme sur un TCD1, je veux que voir ce qui est KO. Voilà, et là on me dit attention parce que ça, c'est pas forcément bon. Et si je veux savoir le recalcul ici que j'avais, c'était ça. Et ce que j'avais avant, c'était ça. Voilà, donc on peut vraiment après s'amuser, on n'a plus besoin de faire de recherche, c'est dans notre TCD, ça va beaucoup plus vite. Et le modèle de données peut devenir très complexe, au même titre que ce que vous faites dans un Power BI. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous commencez un petit peu à entrevoir donc Power Query, où on l'a fait très rapidement avec l'import d'un CSV à 3,8 millions de lignes. On a vu un petit peu Power Pivot, la formule somme du DAX. Sur ma chaîne, vous trouverez quelques vidéos sur le DAX, beaucoup de vidéos sur Power Query, comment cleaner finalement vos données. Et j'espère du coup que cette vidéo vous a servi, qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.